Fuite d'eau, sanitaire, bouchées, inondations, manque global de moyens, autant de raisons qui ont poussé les parents d'élèves du groupe scolaire de Montlucas à se mobiliser. Accompagnés du personnel et de syndicats, ils ont bloqué l'accès de l'établissement ce matin. Précision à suivre. Son choix est fait, c'est au sein de la gauche démocrate et républicaine que Gabriel Serville défendra les dossiers guyanais au Palais Bourbon. Le député de la première circonscription conserve donc le même groupe à l'Assemblée nationale, il l'a annoncé cet après-midi. Et puis ils avaient toutes leurs chances jusqu'au pénalty. Les Yanadoko ont perdu 4-2 face à la Jamaïque dans la demi-finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe hier soir. Les Guyanais se préparent désormais à affronter la Martinique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils ont bloqué l'accès au groupe scolaire dès 6 h ce matin. Les parents d'élèves de Montlucas à Cayenne n'en peuvent plus des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles leurs enfants sont accueillis. Maintes fois soulignés, de nombreux problèmes n'ont toujours pas été résolus. C'est donc soutenu par le personnel de l'école, des syndicats également qu'ils ont lancé cet appel à la municipalité. En réponse, des représentants du maire de Cayenne se sont rendus sur place. Charlotte Fleury. Aujourd'hui, pas d'école pour les enfants de l'établissement de Montlucas. Les parents d'élèves, alarmés par les conditions d'hygiène et de sécurité de l'établissement, ont tiré la sonnette d'alarme. Ce matin, ils bloquaient l'école, soutenus par le directeur, les enseignants et les syndicats. Ils déplorent le manque d'implication et de moyens de la part du rectorat et de la mairie qui connaissent, selon eux, les problèmes auxquels est confronté ce groupe scolaire depuis trop longtemps. Nous avons des sanitaires qui sont complètement bouchés pendant toute la journée. Des enfants qui se retiennent d'aller aux toilettes, qui en fin de journée vont à la maternelle pour pouvoir avoir accès à des points d'eau. Il n'y a pas de savon par exemple, donc ça c'est au niveau de l'hygiène des sanitaires. Nous avons des fuites d'eau dans les salles de classe, donc il y a des seaux d'eau en période des pluies. Les locaux administratifs aussi sont dans un état qui est pitoyable. En fait, la mairie ne réagit pas par rapport à ces problèmes qui sont soulevés par le directeur et les enseignants. Et il y a vraiment un manque de réaction de la mairie. Un manque d'investissement aussi, que ce soit pour fournir des bus pour les sorties scolaires, des manuels scolaires, des problèmes au niveau de l'équipement en fait. Voilà, ça manque réellement de moyens et d'action de la mairie. Les représentants de la mairie de Cayenne se sont rendus sur place pour s'entretenir avec le personnel de l'établissement et les représentants des parents d'élèves. Dès que nous avons été saisis sur des problèmes de fonctionnement, de nuisance, nous avons réagi. D'accord ? Nous avons même pu déplacer certaines classes où nous avons mis des éléments préfabriqués, des éléments modulaires, afin de recevoir les enfants en toute sécurité. Le directeur opérationnel des services techniques de la mairie l'assure. Des vérifications et travaux, sur la toiture notamment, seront effectués pendant les grandes vacances, lorsque les enfants auront fini les cours. Nous avons un problème d'infiltration d'eau et nous avons pris ce problème-là en compte et nous avons passé commande auprès d'une entreprise. Donc le problème qui se pose actuellement, nous ne pouvons pas intervenir en site occupé. Donc nous avons des enfants pour des problèmes de sécurité. Nous avons planifié ces travaux pour le mois de juillet, les grandes vacances. Et ensuite, nous allons faire une vérification électrique par un organe réglementaire. Et dans le cas où nous avons des observations, ces observations seront corrigées pour avoir un document, pour présenter aux parents à la rentrée un document avec la conformité électrique et aussi pour le système de sécurité d'incendie. Il siégera dans les rangs de la gauche démocrate et républicaine. Gabriel Serville a fait son choix après avoir rencontré plusieurs responsables de groupe à l'Assemblée nationale. Il opte pour la continuité au sein du groupe qu'il avait déjà intégré pendant sa législature de 2012 à 2017. 15 membres le composent et c'est auprès d'eux que le député de la première circonscription défendra les dossiers guyanais, notamment les accords de Guyane du 21 avril dernier et le projet du char. On l'écoute. C'est un groupe technique, comme je l'ai dit, ce n'est pas un groupe politique, donc il va donner à chaque membre la possibilité de pouvoir travailler, mais aussi la possibilité d'être libre de ses choix, d'être libre de ses votes. En clair, cela veut dire que lorsque les projets présentés par le gouvernement seront en phase avec les intérêts de la Guyane, eh bien, je n'aurai aucune difficulté à les voter. Que par contre, lorsque ces projets-là iraient à l'encontre des intérêts de la Guyane, je serai libre d'exprimer mes idées et de dire à quel point je ne suis pas d'accord. Je voterai la confiance au gouvernement parce que je considère que, ayant demandé à la France de respecter les accords de Guyane et de respecter les accords de l'hôpital, il va bien falloir au début
départ qu'on se mette sur une logique de travail. La logique de travail consensuel nécessite qu'il y ait à minima une relation de confiance. C'est parce que je veux cette confiance de part et d'autre que j'ai fait le choix de voter la confiance la semaine prochaine. Bien évidemment que je serai extrêmement attentif lorsque nous allons voter les budgets pour l'année 2018, de voir qu'en réalité le gouvernement aura fait attention à ses engagements vis-à-vis de la Guyane pour mettre de façon perceptible et de façon vérifiable dans ce projet de budget 2018 ce que sont les attentes de la population de la Guyane. Dans l'actualité également, le ministre de la Transition écologique et solidaire a frappé fort aujourd'hui. Invité sur le plateau de BFM, il a annoncé vouloir s'en prendre rapidement au code minier. Une nouvelle proposition de loi sera émise d'ici l'automne pour interdire tout nouveau permis d'exploration d'hydrocarbures en France, sans toutefois s'en prendre au permis en cours. Pour l'heure, sachez que seuls 54 permis de recherche actifs et 130 demandes étaient en cours au 1er juillet 2015. Mais quelles conséquences pour les engagements pris par la collectivité territoriale de Guyane? On écoute la vice-présidente interrogée par Karine Alcide. En tout cas, de ce que j'ai pu lire à ce sujet, moi je retiens que le ministre Hulot adopte une position dogmatique, sans parler d'ailleurs de compensation financière pour les territoires qui ont cette matière première, cette ressource naturelle. Et dans la position de ce ministre empêche en tout cas l'exploitation et le développement économique, ce qui est le cas de la Guyane. S'il s'agit pour le ministre Hulot de protéger la biodiversité, j'aurais aimé donc entendre parler de compensation financière, d'empayage clandestin, de pêche illégale, de trafic de bois, de squat, etc. Et je crois que là, il y a vraiment matière en Guyane pour que les compétences régaliennes de l'État puissent s'exercer. Ce que je peux dire, moi, pour la Guyane, c'est qu'il ne suffira pas au ministre Hulot de vouloir un nouveau code minier pour nous empêcher d'exploiter les hydrocarbures. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une compétence qui nous a déjà été confiée. Donc, changer le code minier peut-être, mais en tout cas pour la Guyane, il y aura vraiment des difficultés à nous retirer cette compétence-là. Je pense que le ministre Hulot, avant de faire de telles déclarations qui concernent, on parle des Outre-mer, en tout cas, bon, la Guyane est quand même visée au premier chef, qu'il aurait été nécessaire, en tout cas, qu'il y ait une concertation. Voilà. Ceci dit, le président de la CTG rencontre le président de la République lundi et je pense que le sujet sera abordé. Tout autre chose, les journées caribéennes du dépistage du VIH ont démarré aujourd'hui. Jusqu'au 1er juillet, de nombreuses actions se dérouleront dans tout le territoire pour inciter la population à se faire dépister au moins une fois par an. À cette occasion, l'Arbre Fromager et Médecins du Monde ont organisé une journée dépistage gratuit, rapide et anonyme. Aujourd'hui, on écoute les précisions de l'une des organisatrices. On a fait entre 10 à 12 personnes, différentes nationalités. Différentes langues, espagnol, portugais, anglais, français, créole. Comme rapport à l'anonymat, il y a des personnes qui ne veulent pas donner les noms par peur toujours que le VIH, c'est toujours un tabou, les personnes, c'est toujours un peu de racisme sur le VIH. Sur les autres maladies sexuelles, ça va, mais sur le VIH, toujours des tabous. Non, nous, à l'Arbre Fromager, on vient une fois par année, que dans la semaine du CD. Après, je conseille aux gens de se faire les tests, au moins une fois pour l'année. C'est la seule manière de savoir si on a le virus ou pas. Tout le monde s'est ouvert, il y a beaucoup d'endroits où on peut le faire, à l'hôpital, à Croix-Rouge, le CDAG, Médecins du Monde. Et aussi, il y a d'autres associations qui accompagnent des personnes qui ont le VIH, des personnes vivant avec le VIH. Direction le François en Martinique où une polémique enfle pour le moins de manière assez insolite au port de pêche depuis quelques jours. Le Bérou, un bateau de pêche qui s'est transformé en marché aux poissons. Une affaire juteuse pour le propriétaire qui attire une clientèle venue des quatre coins de l'île pour sa marchandise. Seulement les produits sont importés et les marins pêcheurs dénoncent une concurrence déloyale. Reportage Joanne Boulard. Une queue interminable. Les clients s'entassent depuis plusieurs heures pour se procurer du poisson rouge.
Sur ce navire aux airs de bateau de pêche, petite particularité, le poisson qui s'y trouve n'a pas été pêché par cette embarcation. En fait, il est réapprovisionné par un camion réfrigéré depuis le port de Fort-de-France. Ou plutôt, depuis le Venezuela. Ça doit faire 40 ans que je fais le trajet depuis le Venezuela jusqu'à Fort-de-France. Ici, je dois faire les papiers de la douane, de l'immigration. Au niveau sanitaire, tout est bon. J'ai travaillé avec Emeline, avec Bapté, ça s'est toujours bien passé. Une pratique vieille de plusieurs dizaines d'années. À l'époque, le poisson était débarqué au quai Ouest avant d'être acheminé vers les divers lieux de vente. Aujourd'hui, la pratique semble dérangée. Pour le propriétaire du bateau, rien ne justifie une telle agitation autour de son activité. Son bateau est déclaré, possède un code d'établissement et constitue donc un point de vente. Nous avons créé ce marché parce que nous avons l'instrument, nous avons l'outil. Sur ce bateau, nous avons des moyens de conservation, nous avons une production de glace. Donc nous avons ce qu'il faut pour conserver, pour accueillir, conserver et vendre le poisson. Maintenant que vous disiez Brésil, Venezuela, Guyane, c'est le même produit. Et nous faisons partie, nous la Martinique, nous sommes dans la zone qu'on appelle la FAO 31 qui englobe aussi le Venezuela. Je ne savais pas qu'il était importateur. Pour certains professionnels de la mer, ce point de vente sur un bateau peut induire les clients en erreur. Ils parlent même de supercherie. On est tombé sur la tête. Un bateau de pêche est fait pour pêcher et pour vendre les produits de la pêche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce bateau de pêche-là, il n'a jamais quitté le port de François. Ça fait 7-8 mois qu'il est attaché au quai. C'est un bateau qui s'est permis d'acheter du poisson dans les mains des Vénézuéliens sur le port, l'a dédouané et a rapatrié ce poisson par véhicule frigorifique. Ce sont des poissons qui sont passés dans 2 congélations. Une première dans les bateaux de Vénézuéliens, la seconde dans une camionnette. Et après, dans un bateau qui fait 2 ans qui est attaché sur un port. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose pour les clients qui achètent ce poisson-là. Et nous, les pêcheurs, comment on va faire pour liquider notre poisson? Parce que vous avez tous les clients qui viennent acheter du poisson dans ces mers. Alors nous, à ce moment-là, on a une marque à gagner. Une polémique entre pêcheurs locaux et importateurs qui n'est pas nouvelle. Les clients, eux, ne semblent pas dérangés. Ils alternent entre poisson local et poisson importé. En Martinique, toujours, ils ont mené le jeu, mais se sont inclinés dans la séance de tir au but. Les Yanadoko ont perdu 4-2 face aux Reggaemen de la Jamaïque au stade Pierre-Aliquière de Fort-de-France hier soir. Notre sélection avait pourtant marqué la première avant l'égalisation de l'équipe adverse dans la deuxième mi-temps. Reste à tenter de décrocher la 3e place de cette Coupe des Nations de la Caraïbe. Match prévu face à la Martinique dimanche, mais avant, retour sur le match. Si la Guyane-Anvers se projette dès l'entame du match vers le but adverse, il faut tout de même attendre la fin du premier quart d'heure pour voir une occasion franche. Elle est l'œuvre de Kevin Riemann avec cette tentative de corner direct. Il se montre à nouveau dangereux sur ce coup franc aux 20 mètres. Sa frappe flirte avec la lucarne des buts de Miller. Une domination guyanaise logiquement récompensée à la 20e minute. Suite à ce corner, la défense jamaïcaine dégage mal le ballon. Loïc Ball ajuste Miller, la Guyane mène 1-0. Ileana Doku insiste, il se procure ses 3 occasions. Mais à la pause, le score n'est que d'1-0. Au retour des vestiaires, le match change de physionomie. Les Reggae Boys montrent un tout autre visage grâce notamment à Johnson. Donovan est à la parade. Ici, les Guyanais sont tout près du 2e but suite à ce coup franc de Malouda relâché par Léon. C'est la Jamaïque qui trouve le chemin défilé par Johnson à la 69e minute. Et en dépit de cette tentative de Malouda, ou encore d'Evans côté jamaïcain, à la fin du temps réglementaire, le score est d'1 but partout. Un score qui n'évolue pas pendant la prolongation que les Guyanais jouent en supériorité numérique. Richie est expulsé dès l'entame de celle-ci. La décision se fait donc au tir au but et les Reggae Boys se montrent plus adroits dans cet exercice. La Jamaïque s'impose 4 tirs au but à 2 et disputera la finale dimanche face
à Cuirasso. On n'a pas su capitaliser sur nos temps forts. C'est vrai qu'on a bien démarré. On a bien manœuvré la Jamaïque qui a été gênée en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était l'inverse. Et puis après, pour les prolongations, on a bien poussé. On les a poussés à la faute avec ce carton rouge. Malheureusement, au niveau efficacité, on n'a pas réussi. Même si on a vu qu'ils ont fini avec des crampes, on n'a pas réussi à aller chercher ce petit but. Et puis bon, on a manqué un peu de fraîcheur physique, c'était une période avec prolongation. Puis bon, la séance des tirs au but, c'est toujours un peu délicat, c'est la loterie. La Guyane sera face à la Martinique dimanche 17h lors de la petite finale de cette Coupe des Nations de la Caraïbe. On va parler danse à présent. Sisley Loubet s'impose sur les scènes avec les plus grandes stars, de Rihanna à Shakira en passant par quelques télécrochets également. La Guyanaise est devenue une danseuse incontournable sur la scène internationale. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Sisley. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc de passage en Guyane, notamment pour l'occasion du Festi Maroni qui s'est déroulé en début de mois à Maripasoula. Avant de revenir sur ce rendez-vous culturel, parlons plutôt de vous. Vos premiers pas, vous les avez fait, vos premiers pas de danse donc à l'âge de 6 ans aux côtés de Lada Clam avant de monter en flèche quelques années plus tard, notamment le bac en poche. Vous partez pour le Centre international de danse de jazz Ricodoms à Paris. Vous avez une bourse d'Oprah Winfrey. Vous vous retrouvez à Alvin Ailey à New York. Et puis la suite, on la connaît. Vous vous attendiez à connaître un tel essor ? Non, c'est venu petit à petit et puis ça s'est confirmé aussi pour moi petit à petit. Je voulais continuer dans la danse. J'étais pas vraiment sûre de là où j'allais atterrir et j'ai même d'ailleurs passé en parallèle un concours pour une agence de presse au cas où si la danse ça fonctionnait pas. Et donc finalement, de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien passé et j'étais plutôt bien contente de mon parcours. Alors qu'est-ce qui vous a poussé pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à vous engager, même si finalement au départ c'était aussi assez naturel? Et puis qu'est-ce qui vous a porté jusqu'à aujourd'hui? Ce qui m'a porté, je pense que c'est de m'être rappelé que de venir d'aussi loin et de pouvoir faire de grandes choses, c'est vraiment une chance et elle n'est pas donnée à tout le monde. Et persévérer un petit peu, peut-être que plus tard j'en verrai un peu la récompense. Mais effectivement, dans les moments de doute, les moments d'adaptation qui ne sont pas évidents d'un pays à l'autre, je me suis rappelé ça, que c'était quand même une chance de pouvoir essayer de faire autre chose qu'un métier dans la presse ou autre chose que je voulais faire à côté, sans offense. Mais en tout cas, ce que je voulais faire qui était un peu plus standard, on va dire. Hein. Mais du coup, donc, je me suis dit que c'était une chance de pouvoir essayer autre chose. J'avais la chance d'avoir aussi mes parents qui m'ont donné le feu vert. Donc, se dire qu'il y a certainement d'autres personnes qui rêveraient d'en faire leur métier aussi et donc de persévérer, de se booster. Voilà. Vous êtes poussé pour réaliser vos rêves. En tout cas, en 2009, vous travaillez sur l'un des clips de la chanteuse Shakira. Puis vous multipliez à partir de ce moment les collaborations avec d'autres pop stars tels que P. Diddy, Katy Perry ou encore Rihanna, avec qui vous avez fait une tournée mondiale, une tournée américaine. Et puis, assez récemment, j'ajouterais Beyoncé elle-même. La Guyane vous observe avec admiration, mais on imagine bien le niveau de compétitivité, de dur labeur qui est le vôtre, surtout à un tel niveau d'exercice. Mais vous, comment est-ce que vous vivez ces expériences dans le quotidien? Est-ce que vous avez le sentiment peut-être d'être sur un nuage? Une fois que la période de préparation est passée en général, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'adrénaline, c'est là qu'il y a beaucoup de stress. Une fois qu'on est sur scène et que tout se calme et que tout rentre dans l'ordre et que c'est juste le moment magique, oui. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de remises en question. Et puis, bon, ce sont des métiers qui ne sont pas évidents non plus. Donc, à certains moments, de se dire est-ce qu'on veut continuer ou pas. Mais voilà, c'est qui tout double, c'est jouer au poker et effectivement, parfois les récompenses sont énormes. Comment s'est passée votre arrivée aux États-Unis? Alors, donc j'ai passé une audition. Donc avant, j'étais à l'école de Ricodoms après mon bac. Donc je suis partie à Paris. J'ai fait l'école de Ricodoms pendant 2 ans.
Et puis après, je suis partie en Guadeloupe pour passer une audition pour l'école d'Alvin Allais, où j'ai été retenue. Et donc, on m'a attribué une bourse pour l'école. Vous avez d'ailleurs envoyé un petit mot à Oprah Winfrey pour la remercier. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas elle directement qui m'a dit « Tiens, Sisley, je te donne une bourse », mais chaque année, les élèves qui sont dans le Fellowship Programme, donc qui est ce programme avec la bourse, ils ont cette bourse grâce à un mentor. Et donc, on appelle ça mentor ou voilà. Et mon mentor, c'était notamment Oprah Winfrey. Donc, effectivement, chaque année, on se doit d'écrire des lettres pour remercier les personnes qui nous ont sponsorisées. Alors, c'est quand même donc un rêve d'enfant qui se concrétise et puis qui pourrait en inspirer beaucoup d'autres, beaucoup de jeunes. Vous prenez d'ailleurs toujours le temps de donner quelques cours dès que vous rentrez en France et puis même spécifiquement en Guyane. Qu'est-ce que cette expérience-là de retour vis-à-vis de la jeunesse vous apporte ? Une prise de conscience, parce qu'effectivement, quand je rentre, j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent et qui aimeraient savoir, qui ont un petit peu peur en général, quand on est face à face en classe, de vraiment crever l'abcès et de parler de choses qu'ils ont vraiment envie de faire. Mais je sens qu'il y a quand même un engouement pour la danse, pour la culture en général, les métiers d'art. Et effectivement, moi, ça me touche énormément de voir qu'il y a énormément de jeunes qui aspirent à ça. Bon, plus de jeunes filles parce que je suis une fille, donc voilà. Mais ça me touche énormément et bien sûr, je sens que j'ai aussi la responsabilité de rentrer, de donner quelque chose. D'échanger, d'apprendre de mon parcours et de mes expériences. Vous êtes encore très jeune, on ne dira pas votre âge, mais vous êtes jeune, donc vous avez encore quelques années quand même devant vous en tant que danseuse. Mais est-ce que vous pensez à l'après? Est-ce qu'on peut envisager une nouvelle Caroline Carlson qui, à 74 ans, travaille encore aujourd'hui, danse toujours, mène son école? Comment est-ce que vous voyez la suite finalement? C'est possible, effectivement, tout est possible. Hein. J'ai appris ça. Pour ma part, je travaille sur des projets personnels. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans d'autres médias, je suis un peu superstitieuse, donc j'aime pas trop en parler tant que je suis pas prête. Mais j'aime encore la danse et je veux encore en faire pendant un petit moment. Vous étiez donc au Festival Maroni en début de mois et puis vous avez animé des ateliers, création danse, création musicale. C'était toute une résidence réalisée avec des danseurs à Loukou, notamment de l'association Missa Libi et puis des danseurs du littoral également. Ça s'appelle Made in Maripasoula. Notons que le travail sera restitué donc à l'encre mardi. Comment avez-vous vécu ce moment au cœur de Maripasoula pendant toute cette semaine en tant que Guyanaise? Est-ce que c'est un retour aux sources? Oui, tout à fait, on peut le voir comme ça. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce projet. J'ai été donc appelée par le parc et la mairie de Maripasoula pour être la marraine de l'événement. Et donc, on avait en charge de faire une résidence artistique pendant 4 jours avec des danseurs de différents parcours et différents styles de danse. Donc, ça a été quand même un challenge, oui. Il fallait tout mélanger et puis aussi qu'on puisse essayer de faire quelque chose très rapidement finalement. Donc, costume, mise en scène. Costume, chorégraphie, direction un petit peu artistique, quelque part aussi, musique, il fallait créer la musique. Et donc, je pense que ça a été un super moment de partager ces deux mondes, quelque part, entre la culture à Loukou. Traditionnelle, exactement, et nos danses, nos parcours un peu plus académiques. Et je pense que tout le monde a été assez content, tout le monde a été assez heureux de faire ce partage-là. Et donc, effectivement, donc ce mardi-là, 27 juin, on propose une restitution du Festival Maroni en images. Donc, quelques images et puis aussi un échange, pourquoi pas, autour de la danse, autour du festival, et aussi de la culture, pourquoi pas, qui est pour moi un potomitan en Guyane, quoi. Et puis, donc voilà, remercier le parc de m'avoir invité, bien sûr. Et j'invite tout le monde, notamment les jeunes qui m'ont aussi contacter sur les réseaux sociaux en majeure partie, à venir, pourquoi pas, jeter un coup d'œil et à échanger, puisque je sais qu'il y a une réelle demande. Voilà. Merci Sisley Loubet d'avoir été avec nous. Quand même, avant de se quitter, on parle de danse, ce serait bien de vous voir danser. Alors je vous propose de visionner ce petit film consacré donc aux quelques pas de Sisley Loubet. Regardez.
Très impressionnant, ça donne envie de savoir danser comme vous. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Cisley. On rappelle le rendez-vous de la restitution du Festi Maroni, c'est donc mardi à l'Ancre à 19h. Voilà. Merci beaucoup. On passe à toute autre chose, mais c'est aussi une histoire de passion pour ces sportifs. Ils récupèrent un véhicule banal et en font un bolide de compétition. Christophe en fait partie avec son coéquipier. Il se prépare pour le départ arrêté sur 200 mètres qui aura lieu demain au rond-point de Baduel à Cayenne. Dans leurs ateliers des âmes claires, les moteurs vrombissent déjà et ils espèrent dépasser leur performance de l'année dernière. Ayodele Germa. Cette voiture est une Subaru Impreza modèle GT. Il y a quelques mois, l'équipe Urban Racing ont fait l'acquisition pour 5 000 €. La voiture d'occasion avait alors une panne. On a trouvé la panne, on l'a réparée, puis on s'est dit qu'on allait faire la course avec. C'était une bonne base. Dessus, on a mis un bloc de WRX, de Subaru Impreza WRX, un modèle au-dessus. On a renforcé les internes au niveau des bielles, des pistons. On a changé les arbres à cam, les soupapes. On a renforcé tous les internes pour que ça tienne la pression, changé les collecteurs d'échappement, le turbo, les changeurs. On a fait toutes les modifications qu'on pouvait, les injecteurs, la totale. 30 jours de travail et 25 000 € plus tard, le véhicule est prêt à participer au départ arrêté sur 200 mètres samedi prochain. Christophe est inspecteur d'environnement, mais sa passion, c'est l'automobile. Pas de cours particulier, juste de l'envie et beaucoup de documentation. Dans la team, on est le team Urban Racing. On a tous commencé, on a fait nos classes, comme j'aime bien dire. On a commencé avec des petites voitures. Ensuite, on a acheté des petites voitures de sport. On a fait nos classes, on a appris à conduire. On a appris les choses à faire, les choses à pas faire. Comment tenir un volant, toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure, on a acheté des véhicules plus puissants, plus grands. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la team, on arrive à être soudés parce qu'on a grandi de la même façon. L'an dernier, cette équipe est arrivée deuxième au championnat Run Car Guyane avec une vitesse de 160 km/h en course d'accélération. Pour atteindre un tel niveau, la sécurité des installations est une priorité. La première chose à faire sur un moteur, c'est fiabiliser le moteur. Donc on va chercher à éliminer toutes les potentielles sources de panne ou de défauts. Donc on élimine tout ça en remplaçant en mettant par des pièces de très bonne qualité qui effectivement ont un certain coût. Donc ça demande beaucoup de travail déjà à titre perso pour fournir les fonds et ensuite poser correctement les pièces. Une fois que la machine est prête à s'élancer à toute allure, l'homme lui aussi doit se tenir en forme. À l'avant-veille du championnat, Christophe soigne son hygiène de vie. On arrête l'alcool et puis on essaye d'avoir une alimentation saine, question de se mettre au maximum. Mais le plus gros dans cette course, c'est le psychique, c'est le mental. Il faut réussir à être très concentré. Parce que le gros de la course se passe au démarrage. C'est bien d'avoir une voiture très puissante qui a beaucoup de performance. Si on n'arrive pas à la conduire, si on n'arrive pas à la gérer, on n'arrive nulle part. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec ces fuites d'eau, les sanitaires bouchés et des inondations, ainsi qu'un manque global de moyens. Autant de raisons qui ont poussé les parents d'élèves du groupe scolaire de Montlucas à se mobiliser. Accompagnés du personnel et des syndicats, ils ont bloqué l'accès à l'établissement ce matin. Son choix est fait, c'est au sein de la gauche démocrate et républicaine que Gabriel Serville défendra les dossiers guyanais au Palais Bourbon. Le député de la première circonscription conserve donc le même groupe à l'Assemblée nationale. Il l'a annoncé cet après-midi. Et puis ils avaient toutes leur chance jusqu'au pénalty. Les Yanadocans ont perdu 4-2 face à la Jamaïque dans la demi-finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe hier soir. Les Guyanais se préparent désormais pour affronter la Martinique. Et puis cette dernière information, nous en parlions hier, cette participation donc à un tournoi international. Les sélections de Guyane de volleyball disputent une série de rencontres au Suriname jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, les garçons ont remporté leur match face au Guyana 3-7-0. C'était ce midi. Et ce soir, c'est au tour de la sélection féminine de disputer la victoire. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite le 20h de TF1, juste après la météo. Très bonne soirée à vous et bon week-end.